Olivier? Ça va, Fanny? Ouais, toi? Ça va très bien. Bon, écoute, 1 an d'enquête pour essayer de comprendre ce que c'est que l'informatique quantique. Ça a été compliqué, hein. T'as compris, toi? Bah, pas encore. Pas encore? Tu crois qu'on va s'en sortir pour leur expliquer tout ça pendant 1 heure? Je crois qu'on a du boulot. Hein. Ouais, je pense aussi. Hein. Hop. Coucou, on est là. Nous aussi, on est quantique. On est à 2 états en même temps, 2 endroits à la fois. Exactement. Bon, attends, on va essayer de traverser la salle. On a un gros défi aujourd'hui, c'est de vous expliquer des choses complètement incompréhensibles qui nous ont mis beaucoup de temps à comprendre. Alors, vous avez aujourd'hui, là, vous avez un slide qui est quand même pas mal. Si vous arrivez à comprendre ce que sont les inégalités de Bell en lisant cette phrase-là, vous êtes très très fort, parce que c'est quand même assez compliqué. Non, attends, c'est facile. Mais en fait, on peut le traduire en langage naturel. Hein. Ouais. On pourrait. C'est possible. Alors, il faut savoir que ça fait quand même pas mal de temps que vous me voyez ici au Web Today. J'ai traité tous ces sujets que vous voyez ici depuis ce temps-là. Et en fait, on s'est rendu compte que d'année en année, on augmentait le niveau de complexité des sujets qu'on traitait. Et donc, pour cela, nous avons inventé une nouvelle échelle qu'on appelle l'échelle exponentielle d'imbitabilité. C'est mieux que Richter, hein, ça tremble moins. Mais elle est exponentielle, hein, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on monte d'un cran, on fait x2. Quoi. Donc là, on est à 9. Donc vous allez vous accrocher au siège pour suivre la discussion. Nous, on a mis 6 mois à comprendre tout ça. Nous, on va vous faire en 1 heure, ça va être assez chaud. Gentil, ça fait 12 mois que tu m'enquiquines avec. Alors, on a prévu un truc pour Olivier d'Assonville qui est là. On a un message privé pour toi. Donc aujourd'hui, on est devenu expert en désimbitabilisation. Et donc ton hashtag, hein, comme tout CM, tu dois taper au moins 10 fois. Ouais, tu auras une récompense si tu arrives à faire au moins 10 tweets avec désimbitabilisation sans copier-coller. Je vais vérifier dans les logs. Tu peux le faire. Alors, on a prévu un autre truc. Comme le sujet est assez ardu, on a prévu pour Francky Trichet. Alors, j'ai de l'aspirine, j'ai du Doliprane. Alors, Amandine, elle est venue avec un petit verre de pinard local. Voilà. Olivier, pendant que tu fais ça, je fais mon selfie. Et il paraît que tu es amateur du gourozan. Alors, il paraît qu'il adore le gourozan. Donc, j'ai du gourozan. Donc, on met le gourozan dans le pinard. Et alors, bon, tu peux prendre ça, hein, tu prends, voilà, et tu peux distribuer ça à la salle. Bah, tu prends tout ça, là, et tu distribues à la salle. Super, alors peut-être plutôt vers le milieu d'après, tu vois, parce que bon, au début, ça ira, mais... Tiens, j'en ai un autre. Pendant qu'ils boivent leur truc, si vous voulez bien, il faut tous sourire, on fait un selfie, vous allez voir. C'est super important, les selfies, surtout pour les CM. Voilà, ne bougez pas, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, souriez. C'est bon? Ouais, c'est bon. Nickel, toi, avec les selfies... Ouais, bah écoute, c'est pour avoir des souvenirs, hein, parce que sinon on ne se souvient pas de qui on a vu et tout, c'est compliqué. Effectivement. Bon, alors, on va peut-être passer. Alors déjà, on va vite fait se présenter, parce que tout le monde ne nous connaît pas. Donc bon, lui c'est Olivier Ezrati, ça fait 10 ans qu'il vient et qu'il casse les pieds à tout le monde sur scène, et moi avec. Et donc il est saltimbanque numérique, il aime bien raconter des choses, et entre autres faire un super rapport de 600 pages sur le CES de Las Vegas. Ouais. Voilà. Et moi, je suis Fanny Bouton, je suis journaliste high-tech depuis 15 ans et de temps en temps artiste binaire, et j'essaye de suivre Olivier et de comprendre tout ce qu'il me fait faire. Et là, on a beaucoup bossé tous les deux, hein, sur ce sujet. Voilà. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi on est là, en fait, finalement. Pourquoi on est là? Alors, la blockchain, sachez-le, c'est dépassé. L'intelligence artificielle aussi. Le futur, c'est l'informatique quantique. Et on va essayer le futur, quoi, visiblement. Hein. Futur, bah, on va voir. On va voir. A priori, pour certains, c'est demain. Alors, à quoi ça sert l'informatique quantique? Ça sert à comprendre et à faire fonctionner des problèmes exponentiels, complexes exponentiels même, hein, parce que tu aimes bien quand on met plein. J'aime bien exponentiel. Voilà. Et donc, c'est plus c'est gros, plus c'est grand, plus c'est grand, plus c'est compliqué. Et donc, voilà. Et donc, il y a des choses très compliquées qui existent, vous pouvez voir derrière moi. Donc, vous avez tout ce qui est optimisation combinatoire. Alors, en gros et en plus simple, c'est par exemple tout ce qui est cartographie. Actuellement, on a Waze qui permet de faire des trajets améliorés, etc. Mais en fait, on pourrait faire beaucoup mieux, parce que vous savez que même avec Waze, on arrive quand même à se retrouver dans des bouchons. Donc, l'informatique quantique pourrait résoudre ce genre de choses. L'idéal, ce serait que tout le monde soit hors des bouchons. Aussi. Posez-vous la question, réfléchissez un peu. Ou pas. Alors, en même temps. Ça va pouvoir améliorer l'entraînement des réseaux de neurones. Donc, dans les smartphones, vous commencez à en avoir, dans certains ordinateurs aussi. Ça va permettre de les entraîner beaucoup plus vite. Vous avez tout ce qui est simulation moléculaire. Alors là, pour l'instant, on arrive à faire des petits trucs avec quelques molécules, quelques atomes. On fait 2-3 atomes maximum, et on aimerait bien aller au-delà. Voilà. Peut-être qu'un jour, on pourra créer un nouveau dinosaure grâce à l'informatique quantique. Une nouvelle race. On va combiner des trucs. Ce serait pas mal qu'on
qu'on traite d'autres problèmes avant. Ouais, peut-être faire, ouais, voilà. pratique, ouais. Ça peut peut-être sauver des gens aussi. Exactement. J'aimais bien les dinosaures. Ouais, c'est sympa. Et puis la factorisation des nombres entiers. Donc ça, c'est vraiment arriver à casser des clés de chiffres très grands. Voilà. Mais on va en reparler. Ça sert à quoi? On en reparle un peu plus tard, mais entre autres, ça sert à sécuriser beaucoup de choses. C'est un syndrome de l'informatique quantique qui est une technologie qui est pompier pyromane. Oui, c'est intéressant. C'est une technologie qui génère des problèmes et qui va générer la solution aux problèmes. Exactement. Et on va voir ça tout à l'heure. Bon. Et tu nous parles un petit peu de la suite? Oui, en fait, l'exponentielle, c'est pas toujours évident de comprendre parce qu'en fait, la durée de calcul d'un problème dépend de sa complexité, dépend du nombre de variables, du nombre de paramètres. Et aujourd'hui, on fait tout un tas de choses avec nos ordinateurs tous les jours ou avec des supercalculateurs ou avec des data centers comme chez Google. Mais en fait, il y a certains problèmes comme ceux qu'on vient de citer, notamment les deux du haut, qui sont tellement compliqués que le temps de calcul pour résoudre des problèmes courants peut dépasser la durée de vie de l'univers. C'est un peu long quand même. C'est grand. Surtout quand on connaît l'histoire de l'humanité. La civilisation a à peine 5000 ans, Homo sapiens 300 000 ans. Donc c'est long. Et idéalement, dans un futur assez incertain, l'ordinateur quantique sera permis de traiter les problèmes qu'on vient de voir tout à l'heure, mais dans un temps raisonnable. Raisonnable, ça peut être 30 minutes, 1 seconde, en tout cas moins que la durée de vie de l'univers. Et l'objectif, c'est de trouver des moyens techniques et logiciels et algorithmiques pour arriver à faire ça. Et c'est ce qu'on va essayer de voir et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, comme c'est ultra compliqué quand même, ce petit sujet, il a fallu quand même qu'on aille rencontrer pas mal de monde. Il a fallu surtout beaucoup de monde pour bosser sur le truc. C'est pas un truc qui est venu comme ça du jour au lendemain. Il y a un gars qui s'est dit « Waouh, le quantique, c'est fantastique ouais. ». Non. En fait, il y a tout ça, au moins. Il y en a quand même un qui a joué un rôle important, hein, c'est Max Planck en 1900, qui a été l'un des premiers scientifiques à découvrir les basiques de la mécanique quantique. Mais il a été suivi de tout un tas d'autres gens, associant Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, Max Born. Il y a tout un tas de scientifiques de nationalités assez variées, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Américains, et qui ont permis petit à petit de comprendre la mécanique quantique. Et après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec Richard Feynman, il y a eu tout un tas de scientifiques qui se sont dit « Tiens, on pourrait utiliser les principes de la mécanique quantique pour faire des ordinateurs quantiques ». Mais ça, c'est arrivé bien après. Et il se trouve que parmi tous les noms qu'on voit ici, il y a 3 Français, dont une femme, Maud Vinet. J'aime bien toujours trouver quand même une femme qui fait quelque chose dans une discipline scientifique. Maud Vinet, elle est au CEA à Grenoble, au LETI, et elle travaille sur des semi-conducteurs utilisables comme ordinateurs quantiques. Et il se trouve qu'on a rencontré un autre monsieur, qui est un très grand monsieur, qui s'appelle Alain Aspect, qui est en bas ici. Et ce monsieur, il a fait une découverte, il a vérifié en 1982 un principe qui avait été évoqué par Albert Einstein en 1935, mais auquel Einstein ne croyait pas, qui est ce qu'on appelle l'intrication quantique. C'est qu'il a vérifié que 2 photons qui avaient une histoire commune pouvaient être synchronisés à distance et plus vite que la lumière. Il a vérifié ça en 82, et en fait, ça fait partie des bases de plein de trucs dans le quantique, en fait, dans plein de domaines. Une particule quantique intriquée à une autre, en fait, si on fait une chose à l'une, il se passe exactement la même chose à l'autre, même si c'est à l'autre bout de la planète ou de l'univers, en gros. Donc on l'a vu, et donc tu as fait un selfie. Eh ben, voilà. Je vous dis que je ne veux pas perdre la mémoire. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Alain? Eh ben, Alain, il nous a dit un truc intéressant. On a passé 2-3 heures avec lui. Voilà, on a bien discuté, et ce qui avait d'intéressant, c'était de voir que... il dit l'informatique quantique, rien ne l'empêche scientifiquement, mais le saut technologique est juste énorme. Énorme combien? Énorme. Alors lui, il vise plutôt à 30, 40, 50 ans. D'accord. Donc, il faut être patient, comme dirait l'autre. Donc, finalement, il faut être patient, parce qu'on commence à beaucoup nous en parler, et finalement, voilà. Donc, il nous a aussi expliqué d'autres choses. Lui, il croit plus dans tout ce qui est... il croit à la métrologie, par exemple. C'est quoi? C'est pour prévoir les horaires de RER à Paris Non, absolument pas. C'est pas pour le métro, le RER. C'est plutôt pour faire, pour faire des mesures, en fait. La métrologie, c'est des mesures, Olivier. Et puis, il croit aussi à tout ce qui est cryptographie quantique. La cryptographie, ça va vraiment permettre de sécuriser beaucoup mieux. Mieux qu'aujourd'hui, oui. Voilà. Oui. Bon, et on va revenir d'ailleurs sur le sujet. Mais nous, ce qui nous intéresse... Nous, on s'est focalisé sur le premier point. Voilà, l'informatique quantique. Parce qu'il faudrait 4 heures pour traiter les 4 points, donc c'est un peu long. Voilà, et on n'avait pas le temps, on a bien voulu nous donner qu'1 heure, donc on est désolé. Donc le sujet d'aujourd'hui, reprenons, c'est l'informatique. L'informatique quantique, mais avant... Eh bien, avant, il faudrait comprendre un petit truc, c'est les bases de la mécanique quantique. Francky, c'est bon, t'as bu le truc, là? Tu suis? En fait, normalement, quand on découvre la mécanique quantique, ce que j'ai découvert relativement récemment d'ailleurs, même si je suis
de formation scientifique à l'origine, il faut environ 2 années pour à peu près comprendre le truc. Et il paraît qu'au bout de 5 ans, les gens qui croient qu'ils ont compris n'ont pas vraiment compris. Et s'ils croient qu'ils ont compris, on considère qu'ils sont fous. D'ailleurs, même Alain Aspect, qui a découvert l'intrication, dit « j'ai toujours pas pigé hein, », pas complètement. D'ailleurs, quand il m'a expliqué, je n'ai pas compris. Mais malgré tout, il y a quelques principes de base qu'on peut à peu près appréhender, notamment en faire le lien avec le monde physique. Le premier principe, c'est que la mécanique quantique s'applique à l'infiniment petit, et ça concerne des électrons, ça concerne des photons, ça concerne des particules élémentaires. Et ces particules élémentaires, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont toujours en train de vibrer dans tous les sens. Elles ont un état qui change tout le temps, et elles ont un état qu'on appelle un état superposé, c'est-à-dire qu'elles peuvent être à la fois dans un état donné et dans un autre état. Le cas le plus classique, c'est le spin d'électron, qui est en fait l'orientation magnétique d'un électron, qui peut être magnétiquement orienté dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, il va passer son temps à vibrer dans les 2 directions en même temps. Vous allez dire, OK, ouais, on verra tout à l'heure. Vous avez le cas des photons qui peuvent aussi avoir une polarisation qui change tout le temps. Vous avez le cas de plein d'autres particules qui peuvent avoir des niveaux d'énergie différents, un niveau d'étage d'électrons autour de son proton dans un atome d'hydrogène. Tout ça, ça vibre tout le temps. En gros, c'est que je peux être de face et de dos en même temps, mais super vite. Et là, tu perds tes 2 téléphones, quand même, c'est pas mal. Ils sont super solides, t'inquiète. Voilà, c'est bien. Le deuxième principe de base de la mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle l'intrication. L'intrication, on l'a évoqué tout à l'heure avec Alain Aspect. L'intrication, c'est un phénomène assez curieux qui est complètement contre-intuitif pour nous, humains. Il est lié au fait que ces 2 photons qui ont une histoire commune peuvent être synchronisés à distance, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, sans que, comme Einstein essayait de le chercher, il y ait des variables cachées qui expliquent le principe. Et donc, ça fait partie des principes de la mécanique quantique, et il se trouve qu'ils sont utilisés dans l'ordinateur quantique. Et puis, le dernier point, c'est un truc qui a été découvert notamment par Louis de Broglie, qui est un Français, en 1925 ou 26, qui est ce qu'on appelle la dualité entre les ondes et les particules, à savoir que les photons, les électrons, qui sont d'un côté une onde électromagnétique et de l'autre qui sont des particules physiques avec une masse, eh bien, peuvent se comporter à la fois comme une particule dans certaines circonstances et comme une onde dans d'autres circonstances. Vous avez compris? Ça va, là. Et il se trouve que tout ça, ça a un lien avec le sujet qu'on va aborder, qui est l'informatique quantique elle-même, à savoir que la superposition permet de gérer ces fameux qubits qu'on va évoquer tout à l'heure, qui sont en état 0 et 1 en même temps. L'intrication, ça permet de relier les qubits entre eux pour les synchroniser et faire des calculs. Et le dernier point, ça permet de gérer des interférences dans les qubits qui peuvent s'additionner, se soustraire, un peu comme les ondes peuvent s'additionner, se soustraire, comme on le fait dans l'expérience de la fente de Young, qui est indiquée ici avec ce petit schéma qui est là. Donc ça, c'est juste pour vous faire un lien, pour ceux qui ont fait des études scientifiques, entre la mécanique quantique d'un côté et l'informatique quantique qui l'exploite en fait. Exactement. Et il y a un dernier truc quand même. Hein. Quoi? Le chat. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oui, pourquoi j'ai une tenue de chat au fait? T'as la boîte qui est là. La boîte. T'es en train de me dire que tu veux reproduire l'expérience de Schrödinger? En te pliant un petit peu, tu rentres dans la boîte là, c'est bon. Non. Non, ça marche pas. Non. T'es sûr? Non, parce que le chat, à un moment, il est peut-être mort. J'ai pas envie d'aller dans la boîte du tout. Peut-être. J'ai grossi, je rentre pas. Peut-être. Bon, alors d'accord, j'ai un autre truc. Regarde. Et j'ai un tout mignon petit chat. Regarde comme il est tout mignon. Je peux même le brosser. Olivier, on a dit pas les animaux. On est en période végane. T'as pas un légume, plutôt, à mettre dans la boîte? Ouais, j'ai un légume. T'as un légume? Est-ce que vous connaissez le légume préféré d'Olivier? Qui c'est qui a dit? J'ai entendu il y en a un qui a gagné une cacahuète, là. Ouais, le topinambour. C'est le topinambour. Alors là, j'ai un topinambour qui a subi une télétransportation. Attends, excuse-moi, mais pendant que tu fais ton expérience, je peux peut-être enlever ma tenue parce que t'es sympa, mais ça tient chaud. Donc ça, c'est un topinambour qui a subi des aléas de la télétransportation en TGV de Paris. Et l'expérience du topinambour de Schrödinger, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à expliquer que le topinambour, il est pas épluché par défaut. Tu peux te retourner 2 secondes? Ouais, d'accord, je fais comme ça et j'explique mon truc. Voilà, merci. Donc le topinambour n'est pas épluché, mais dans la boîte, il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Donc dans la boîte, il y a un robot éplucheur de topinambour. Alors à la base, c'est un économe, hein. Mais il y a un robot qui le tient. Et à l'intérieur, il y a un atome de radium qui a une chance sur 2 de se désintégrer. Juste une sur 2, hein, dans un laps de temps donné. Et quand il se désintègre, c'est bon là Non mais je vais garder mon chapeau. Et donc il va se désintégrer cet atome, et quand il va se désintégrer, il va être détecté par un compteur GGR qui va provoquer l'épluchage du topinambour avec le robot éplucheur de topinambour. C'est logique, hein. Donc je ferme la boîte, et donc j'ai mon atome de radium, j'appuie sur un bouton, une chance sur 2 qu'il soit épluché. Alors je vous vérifie, hein, je vous montre, la boîte elle est vide. Hein. La boîte, il y a juste le topinambour. Alors, il y a le petit papier qui le tient.
c'est les tours de magie à la con, hein, ça. Voilà, j'ai topinambour qui est là. Et donc, je referme la boîte. Abacadabra, j'ai une chance sur deux qu'il soit épluché. Bon, alors normalement, en me débrouillant bien, je retrouve le topinambour épluché. Je peux pas Non, te j'ai faire une chance sur deux, en ça fait. marche pas. Bah, ça marche pas, Ça c'est-à-dire qu'en marche. fait, j'aurais pu l'avoir épluché ou pas. Ou pas. Bref, ça sert à rien. Bon, tout ça pour C'est le dire- topinambour de Schrödinger, quoi. Et en fait, j'avais pas compris l'expérience du chat, donc je me suis dit pourquoi pas un topinambour, hein. Non, Tant mais qu'on bon. y est. Hein. Bon, voilà, c'est ça Pour- l'expérience du Pour du résumer, topinambour. tant que c'est dans la boîte, on ne sait pas si le topinambour est épluché ou pas épluché, ou si le chat il est vivant ou mort. Exactement. Et en fait, ça, on le retrouve dans l'ordinateur quantique, en fait. Alors, peut-être pas sous forme de topinambour, mais dans l'ordinateur quantique, on a des qubits qui sont dans deux états, et tant qu'on n'y touche pas, ça va. Mais quand on y touche, il devient l'un ou l'autre. C'est ça le principe. Voilà. Donc Bon. justement, on va rentrer un peu dans le détail. Hein. Bon, ça, c'est le slide juste pour vous en rappeler. Vous avez les deux états du topinambour. Hein. Donc explique-nous, Fanny, ce que c'est qu'un qubit. Non, alors moi d'abord, je vais revenir aux bases, parce qu'on va essayer de comparer un petit peu, d'aller un peu plus loin que ce qu'on a vu dans d'autres confs. Ouais. Et on va essayer de reprendre, il y a les bits, OK, et toi tu vas faire les qubits. OK, chacun son truc. Voilà. Donc les bits, c'est ce qu'on utilise actuellement dans l'informatique classique. Il y a le 0 et le 1. Le 0, c'est il n'y a pas de courant qui passe. Et le En 1, gros, oui, il y a ouais. un petit courant qui passe. Et c'est ça qui va faire que ça donne l'information. Donc on rentre ces petits 0 et ces 1, et en général, il y a un petit calcul. Et après, on a un D'accord. résultat déterminant. Mais on sait si c'est un 0 et un 1 à l'entrée. C'est déterministe. Et toi, D'accord. le qubit, Oui. eh ben, Mais c'est toi qui l'expliques, ça. c'est moi qui explique. Oui, oui, Ah, non, mais t'es attends, il dur. faut bosser. Hein. Bon, alors, le qubit, l'avantage qu'il a, c'est comme on vient de vous l'expliquer, il fait 0 et 1 en même temps. Il n'est pas déterminé. Il est le gars. macronien. Voilà. Donc, du coup, il fait 0 et 1 en même temps. Donc, ça va donner beaucoup, beaucoup plus de possibilités. Et ça, ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que ça se met sur une sphère de blocs. Oui, et, alors ça, ça, c'est- et ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Alors, moi, j'ai gambergé pendant 2 mois pour comprendre cette foutue sphère de blocs. Parce que la sphère de blocs, c'est un modèle mathématique de représentation de l'état du qubit quand il est entre 0 et 1. Et sauf qu'au lieu de dire qu'il a un pourcentage de 0 et un pourcentage de 1, qui est entre 0 et 1, en fait, les pourcentages de l'un et de l'autre, ils s'additionnent au carré. Et ça fait une formule comme ça. Donc c'est la probabilité alpha d'avoir le 0, plus la probabilité de bêta du 1 au carré, qui donne 1. Résultat, quand on manipule les nombres complexes, pour suivre, hein, ça c'est le tour de magie, ça fait un point sur une sphère. Parce que ça, c'est une règle de Pythagore qui fait que le vecteur a toujours une taille de 1. Et la question, c'est pourquoi? Alors j'ai lu plein de bouquins de mécanique quantique qui n'expliquent pas du tout d'où ça vient. Ils disent c'est comme ça. Et j'ai trouvé l'origine. Alors ça, c'est pour ceux qui ont fait des études scientifiques. L'origine, c'est la fonction d'onde de Schrödinger, qui est utilisée par un mec qui s'appelle Max Born, qui a inventé une méthode statistique pour définir la probabilité d'avoir chaque état dans un état donné. Et ça donne ça. Et il y a des formules mathématiques avec des cosinus et des sinus pour savoir comment représenter tout ça. Ce qui est important, c'est de savoir qu'en fait, un qubit, c'est toujours un vecteur qui contient deux variables, donc c'est deux angles ou une position dans l'espace. Et l'information qu'on manipule quand on utilise des algorithmes qui utilisent ça, c'est toujours deux variables en même temps. Donc il y a beaucoup plus d'informations dans un qubit. Qu'est-ce qu'il y a? Peace and love, arrête-toi là sur l'explication. Ah oui, c'est trop d'accord, long, voilà. ouais. Et regardez, il l'a sur le dos, sa sphère de blocs. Il s'est réconcilié avec. Bon, Ah, mais c'est très pacifique, le quantique. Voilà. on va essayer de passer à la suite. Donc On va ça, c'est le essayer principe. d'en- On a plus d'informations dans un qubit que dans un bit. C'est ça qu'il faut retenir. Bon. Alors, Alors, on va passer à la suite, on va essayer de donner des exemples de qubits, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir de qubits. C'est juste, c'est pas que de l'électricité qui rentre et qui sort, justement. Et donc, vous pouvez voir qu'on a, par exemple, les spins d'électrons. Donc ça, c'est la position de l'électron qu'on ce qu'on utilise. disait tout à l'heure. Voilà, la exactement. magnétisme, On a la polarisation des photons, et puis on a aussi tout ce qui est les circuits supraconducteurs. Donc là, c'est une petite boucle où on fait passer du courant très vite dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pareil, ça donne aussi un type de qubit. Puis il y en a Ouais. des beaucoup plus compliqués. Et oui, Je les te trois laisse autres sont un expliquer. peu plus compliqués. Il y a les ions piégés, donc ce sont en gros des atomes à qui manque un électron. Ils sont piégés magnétiquement dans une sorte de tige et on les contrôle avec des lasers. Et grâce à ça, on peut gérer aussi des qubits. Alors c'est un peu compliqué à monter, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs quantiques qui fonctionnent avec ça. Et ensuite, il y a les centres NV, c'est un truc tordu que j'ai même pas le temps d'expliquer. Et Non, mais on il y n'a a pas le le fermion temps, de Majorana qui est une particule, qui est une quasi-particule que personne n'a jamais vue, mais qu'on pense qu'on verra un jour et que peut-être que ça permettra de faire des choses avec. Voilà. Voilà. Et En que- gros, c'est à peu près. Et Non, ça, non, c'est mais il y a des boîtes sérieuses qui bossent dessus. Hein. Il y a Microsoft et qui Nokia. sont à fond. et Nokia, Et qui Nokia, bossent tous les deux là-dessus. sur un truc qu'on Mais appelle. on n'est pas sûr d'avoir vu la peau de l'ours du qubit pour le faire marcher. Et donc, mais par contre, si ça marche, c'est très bien. Voilà. Bon. Alors, next. maintenant, on va rentrer vraiment dans le truc, le dur du dur, la machine.
Alors en fait, l'ordinateur quantique, ça commence par un ordinateur traditionnel. Voilà. Ah, et donc, attends. Bah oui. S'il y a un ordinateur traditionnel, classique, avant l'ordinateur quantique, oui. Ça veut dire que ça ne va pas remplacer du tout l'informatique traditionnelle. Bah, il ne remplace pas, puisqu'il fait des choses que l'ordinateur traditionnel ne sait pas faire. C'est un peu comme un GPU dans un jeu vidéo, comme les démos qu'on a dehors. On a besoin d'un GPU pour faire des choses que le CPU ne sait pas faire. Donc là, on a une sorte de coprocesseur quantique qui va faire des calculs que l'ordinateur traditionnel ne sait pas réaliser. Mais par contre, il est quand même piloté par l'ordinateur classique. Donc le mythe du superordinateur quantique qui remplacera l'informatique qu'on utilise aujourd'hui. Non, voilà. Non. Donc ça, notez-le. Ça ne va pas remplacer vos ordinateurs actuels. Ça remplace ni votre smartphone, ni vos ordinateurs, ni les supercalculateurs, ni les data centers. Ça les complète pour des applications différentes. Alors, on va rentrer dans le détail quand même, parce que souvent, quand vous assistez à une conférence de vulgarisation sur l'ordinateur quantique, on vous dit oui, il y a des qubits qui sont entre 0 et 1, et le reste, bah, ça marche tout seul. Donc nous, on s'est dit, on va aller plus loin pour comprendre comment ça marche vraiment. Alors, le principe de base, première étape, c'est qu'on a un système qui, en gros, a de l'électronique, qui va utiliser des portes quantiques, qui va modifier des qubits, qui sont dans des registres. Et une fois qu'on a modifié tout ça, on obtient un résultat qu'on mesure, qu'on retransforme en bits classiques, et on les relie avec l'ordinateur traditionnel. Et tout ça, c'est alimenté par des logiciels, des algorithmes, des langages de programmation. Et l'ensemble est en général à droite dans un chipset quantique. C'est souvent fait sur des chipsets qui ressemblent un petit peu au CMOS actuel. Et l'ensemble, encore autour, est mis dans une enceinte réfrigérée. Ça va? Jusqu'ici, tout va bien. Bon, alors vous avez vu, il y a quand même pas mal de composantes. Voilà. Alors, donc, on va essayer de vous détailler du coup les 6 composantes. Vous voyez, il y a 6 numéros, donc c'est les 6 prochains chapitres. Accrochez-vous. Et accrochez-vous, on va rentrer dans le détail, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Bon, en écoutant bien. Ou pas, en écoutant bien. Alors, on commence par les registres. Alors, les registres, c'est l'élément d'information de base qui fait fonctionner l'ordinateur dans lequel on met les bits à la queue leu-leu, en fait. Hein. Oui. Ça fait rire des gens, tu vois, je t'avais dit, je comprends pas. Hashtag les gens. Pourtant, super sérieux. Hein. Donc là, voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez voir un registre. Alors, normalement, les ordinateurs actuels, c'est 32 ou 64 bits. Bon, là, on en a pris que 3 parce que ça aurait fait une grosse slide, sinon, avec beaucoup de chiffres. Donc, par exemple, le chiffre 101, ça veut dire, en fait, c'est l'équivalent du chiffre 5. En base 2, voilà. Voilà, en base 2. Donc, on rentre que 101, ça veut dire le chiffre 5, et c'est un truc, c'est sûr, c'est fixe. C'est pas autre chose. Alors que si je veux rentrer 3 chiffres 0 et 1 chez les qubits, donc là on est à 2n états possibles simultanément, et ben donc là vous voyez qu'en fait j'ai 8 possibilités rien qu'à l'entrée. C'est 2 puissance 3 parce qu'on est parti sur 3 qubits. Voilà. Mais imaginez ça avec 64 bits. Voilà, c'est ça qui est complètement contre-intuitif parce qu'un ordinateur quantique, il est capable, alors modulo la manière dont on le programme, de superposer toutes les valeurs possibles du registre. Et si c'est 2 puissance 64 ou 2 puissance 500, ça fait des chiffres absolument astronomiques. Je ne vais pas vous les comparer à la taille de l'univers, mais ça fait des chiffres qui sont fantastiques. Et les algorithmes, en fait, sont capables de tester toutes ces valeurs en même temps pour tester des fonctions, trouver des solutions à des problèmes complexes. Donc, en fait, c'est complètement contre-intuitif par rapport aux méthodes habituelles. À gauche, on a une donnée fixe. À droite, on a des données qui peuvent être variables. Et on peut utiliser ces données variables et traiter ces données en même temps. Bon. Voilà. Sauf que du coup, ça ne se lit pas de la même façon. Alors, le problème, c'est qu'à gauche, sur les registres classiques de bits, on peut faire plein de choses, on peut l'évaluer, les copier, les effacer. C'est ce qu'on fait habituellement en informatique. Il se trouve que dans le cadre des registres de n qubits, on est un peu embêté aux entournures. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas les copier facilement. On ne peut pas les effacer facilement. On ne peut pas... D'ailleurs, quand on lit la valeur, ça modifie la valeur. Parce que le principe de base, c'est qu'on a notre vecteur qui est dans la sphère. Et si on se met à lire la valeur, ça fait ping 0 ou ping 1. Donc ça casse le vecteur, en fait. Donc, c'est le principe d'Heisenberg, l'outil de mesure influe sur la grandeur à mesurer, et ça pose un problème. Donc, on est dans un modèle qui est probabiliste. Eh bien, malgré tout ça, malgré toutes ces limites, on est capable de faire des choses extraordinaires avec, grâce aux algorithmes qui vont les exploiter. Alors, deuxième étape, les portes. Deuxième étape, les portes. Ah bah oui, donc mes petits bits, il faut bien qu'ils se baladent à l'intérieur du petit processeur. Et donc, on a plein de petites portes. Donc là, vous voyez voilà, la porte NOT, qui c'est non, la porte AND, où c'est et. Ça permet de créer tous les algorithmes. Il y a OR aussi, etc. Moi, j'aime beaucoup la porte NAND parce qu'en fait, elle est faite avec 2 transistors et on peut faire tous les autres dedans. Donc voilà. Mais en fait, en gros, on fait rentrer les petits courants d'un côté, ils ressortent de l'autre. Ça, c'est l'ordinateur classique. Et puis, du coup, de l'autre côté, donc ça marche avec des algèbres booléennes, c'est
le truc de base du bon mathématicien. Hein. Et de l'informatique voilà. depuis 70 ans minimum. Alors Voilà. quand on est dans le quantique, rappelez-vous, on a nos petits vecteurs qui se baladent dans la sphère, et en fait on manipule ça mathématiquement. Et comment on les manipule? On les manipule avec un des champs des mathématiques qu'on appelle l'algèbre linéaire. Pour faire simple, c'est des multiplications de matrices. Donc quand vous avez une valeur avec 2 chiffres qui définit la position dans la sphère d'un qubit, ben, si vous voulez la manipuler, vous utilisez ce qu'on appelle des portes quantiques qui vont modifier la position du vecteur. Alors il y a quelques portes quantiques dites unitaires qui traitent sur un seul qubit qui sont très connues. La porte X, elle est pas compliquée à comprendre, c'est l'équivalent de la porte XOR, je crois, qui est du côté classique. C'est la porte qui fait l'inversion d'une valeur. Donc si c'est 0, ça passe à 1, si c'est entre les deux, ça va changer la valeur au niveau du vecteur. La rotation Y, la rotation Z, c'est une rotation par rapport à la position dans la sphère. Et la porte de Hadamard, elle est marrante. Celle que tu portes sur le cœur. Ah oui, la porte de Hadamard, je la porte sur le cœur. D'ailleurs, à l'intérieur, j'ai un t-shirt thermolactyle d'Hadamard. Hadamard thermolactyle, voilà. Oui, bien sûr. C'est le quantique pour les vieux, quoi, qui ont froid. C'est un peu ça, mais enfin, accroche-toi, on va voir la suite. Hein. Donc, on a ensuite des portes qui sont dites des portes qui s'appliquent sur plusieurs qubits à la fois. Donc, typiquement, la porte C note, c'est juste une porte conditionnelle qui change la valeur si la valeur d'un autre qubit a une valeur donnée. La porte C2 note, dite Toffoli, qui est encore vivant. Toffoli, ouais, on dirait plutôt un dessert italien, moi, je trouve. C'est pas un dessert, c'est une porte à 3 entrées, et donc c'est une porte qui modifie les valeurs. Et puis la dernière, qui est une combinaison des autres, d'ailleurs, souvent, c'est une porte d'inversion, c'est un swap, donc qui invertit les valeurs. Et ce qui est extraordinaire, quand on voit ça, parce que c'est complètement incompréhensible pour la vie de tous les jours, eh bien, c'est que les développeurs de solutions à base d'algorithmes quantiques, ils sont capables d'assembler ces trucs-là, de bidouiller des qubits, et de trouver des solutions aux problèmes complexes qu'on avait évoqués au début. Et c'est ça qui est complètement fascinant, parce que la manière dont les développeurs vont devoir travailler dans les années qui viennent va complètement changer. Le Quentin Adam, là, il faut qu'il se recycle complètement. Là. Il faut repartir à zéro. Il faut tout réapprendre, parce que les modèles de programmation ne sont pas les mêmes. Alors maintenant, on va passer à l'étape du dessus. Ouais, voilà. Donc vous avez vu les portes. Donc là, on est dans un microprocesseur, en fait. Donc là, vous retrouvez mes petites portes. Alors, je vais essayer. Il veut plus marcher. Tu vois, mon laser, il est tombé en panne pile poil au mot. Il a servi bon, tu vois, il a juste servi pour le début. Donc vous pouvez voir mes petites portes derrière. On voit les NAND, des OR, etc. Et vous voyez donc mes bits, mes registres de bits à gauche, où c'était voilà 0, 1. Ça mouline, ça passe dans les petits algorithmes et hop, ça ressort et j'ai un résultat déterminé. Exactement. Moi. Alors quand on passe, on sait où on va. Et oui, bon, alors ça c'est l'exemple d'un processeur voilà, actuel. Donc ça c'est un processeur tel qu'on en utilise actuellement. Donc là, ça fait genre 4 milliards de secondes, 4 milliards de fois le calcul en 1 seconde. Là, juste ce truc-là, c'est 4 milliards de fois en 1 seconde. Et environ 2 milliards de portes, hein. Ça veut dire quand même pas mal de transistors et de portes. Voilà, donc vous voyez que c'est déjà très rapide. Et toi, ça peut être encore mieux. Alors, dans le cas des portes quantiques, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de tomber sur la littérature scientifique du sujet, on tombe sur des schémas qui ressemblent à ça. Celui-là ne veut rien dire, c'est juste un exemple. On a des schémas qui décrivent un algorithme quantique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Au départ, il y a des qubits qui sont en général mis à 0. Ensuite, il y a une colonne avec H, H, X qui modifie l'état des qubits qui ont été mis à 0. Alors, H, rappelez-vous, c'est superposition 0, 1. X, c'est une inversion. Et à partir de là, on peut faire des bidouilles, des manips avec plein de portes qu'on met à la queue leu pour obtenir un résultat à la sortie. Sauf que ce schéma, il a une caractéristique, c'est comparativement au précédent. À gauche, on a des bits qui circulent. En fait, c'est courant, pas de courant qui circulent dans les fils qui relient les transistors, dans les petites portes. Ça se balade. Mais les portes sont statiques. Mais dans le cas de l'informatique quantique, nous avons des qubits qui sont fixes et les portes statiques, elles sont contrôlées et elles agissent sur les qubits qui sont fixes. En fait, tout est statique. Il n'y a pas de mouvement dans l'espace. C'est bizarre quand même, hein, c'est contre-intuitif. Ouais, elles sont où les portes en vrai? En fait, on a un exemple à vous montrer. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est l'équation temporelle. Donc, entre les 0, 0, 0 qui sont à gauche et les 0, 1 qui sont à droite, en fait, ce schéma, il vous montre comment ça évolue dans le temps. Il vous montre la fonction qu'on applique au qubit dans le temps, alors qu'à gauche, on est dans l'espace. Alors maintenant, regardons un vrai système à base de qubits. Alors ça, c'est un truc qui vient de l'université de Zurich, qui date d'il y a quelques années. C'est des qubits supraconducteurs. Et vous allez comprendre ce qu'on vient de vous expliquer. C'est facile à comprendre visuellement. C'est un circuit supraconducteur dans lequel vous avez 8 qubits. C'est ce qu'on faisait couramment il y a à peine quelques mois ou quelques années. Voilà. Il y en a 8. Ces 8 qubits, ils ne bougent pas. Hein. Ils sont à un endroit physique. Ils sont contrôlés comment? Vous avez un zigouigoui orange qui est en fait un système de couplage. C'est ça qui fait qu'ils vont être synchronisés. On va avoir besoin de les synchroniser par intrication dans certains types de calculs et avec certaines portes. Vous avez ensuite les petits zigouigouis qui sont pilotés par la petite flèche bleue et la petite flèche violette qui vont activer électroniquement ces qubits, et c'est ce qui permet de faire des portes.
Là, il y a juste 2 portes, parce qu'en général, avec 2 portes, on arrive à reconstituer toutes les autres, toutes celles qu'on a vues tout à l'heure. Et ces qubits, ils sont assez intéressants parce que les 2 petites portes qui sont là, elles vont être contrôlées par des micro-ondes. En général, c'est entre 5 et 10 GHz avec un système extérieur. Et ensuite, pour lire le résultat, eh bien, on utilise encore un autre zigouigoui qui est vert et bleu, vous voyez, à gauche, et qui permet de lire la valeur qui a été calculée. Donc en fait, quand on exécute un algorithme quantique, on agit comme ça, on fait du couplage, on déclenche des portes, tac, 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 avec le, et à la fin, on mesure le résultat. Et il n'y a rien qui bouge. Vous suivez? C'est bon? Hein? C'est bon? Bon, alors, là, c'est le plus compliqué, et mais ça, c'est un slide qu'on a fait, qui est un slide de débullshitisation de la communication des grands acteurs de quantique. Il faut savoir que toutes ces petites opérations qu'on fait à la queue leu, toutes ces portes qu'on fait à la queue leu, on est limité dans le temps pour les exécuter. On est limité par un truc qui s'appelle le temps de cohérence. C'est le temps pendant lequel les qubits vont être stables, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être superposés entre 0 et 1. Donc ils sont bzzz, comme ça, 0 et 1. Puis à un moment donné, bah, ils partent en syncope, quoi. Ils tombent en carafe et ils ne marchent plus. Et donc ce temps est assez court. Là, dans le cas qui est ici, c'est le cas des qubits supraconducteurs qui sont les plus utilisés sur le marché, c'est 100 microsecondes. Ça veut dire 1/10 millième de seconde. Et pendant ce temps-là, il faut enquiller toutes les portes qui sont à la queue leu pour exécuter son algorithme. Alors, vous avez l'exemple ici du temps de chaque porte. On appelle ça le gate time en américain. Le gate time, c'est environ 10 à 100 nanosecondes. Et donc, si vous calculez bien, vous avez le temps d'exécuter à peine 1 millier de portes à la suite, à la queue leu. Donc, votre algorithme, il faut qu'il soit optimisé pour tenir dans ce temps-là. Et donc, quand on entend parler d'un ordinateur quantique, eh bien, il faut être capable de savoir quelle est la durée des portes, quelle est la durée de stabilité et de cohérence des qubits, parce que si cette durée n'est pas compatible avec les algorithmes qu'on veut exécuter, on ne pourra rien faire avec. Et puis, il y a un autre sujet quand même. Non, donc, juste pour résumer quand même, en gros, c'est un peu comme une musique, super courte, super rapide, et tu as 1000 pas de danse à faire, et il faut qu'ils se rendent tous dedans, sinon c'est mort. Exactement, c'est ça. Okay. Il faut aller très vite pour que ça marche. Et il faut calculer le truc. Donc, il y a des compilateurs, pour ceux qui développent dans la salle, il y a des compilateurs qui sont faits pour calculer le temps de calcul, pour vérifier que ça rentre dans le temps de cohérence. Et ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a un dernier point quand même. Il y a un dernier point qui est super important. C'est qu'en fait, du coup, on vous parle de qubits, c'est bien. Et entre autres, on a eu une annonce, c'est quoi? C'est hier soir, hein, on a reçu un petit mail. Intel, 1500 qubits dans le truc qui tient dans la taille d'un cheveu. Et là, tu te dis, waouh, putain, ça va être puissant, quoi, 1500 qubits. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ce qu'on appelle un qubit logique, un qubit qui marche super bien à 99,99%, en fait, il va falloir plusieurs qubits physiques, donc soit plusieurs photons, soit plusieurs spins d'électrons, etc. Ça dépend de ce qu'on choisit comme technologie. Et donc là, par exemple, ce que vous avez en exemple, vous pouvez voir, donc on a 8 qubits physiques pour faire un seul qubit logique. Donc en gros, c'est un qubit, c'est plein de qubits qui font du bruit, qui assemblés font un qubit qui fait moins de bruit. Voilà, c'est qu'on arrive à les utiliser, mais ça permet d'en avoir une meilleure qualité et de faire moins d'erreurs. Mais ça, 8 qubits, c'est dans un système qui est ultra stable, dans une technologie qui est bien maîtrisée. Or, qui n'existe pas d'ailleurs. Qui n'existe pas pour l'instant. Actuellement, on a Alain Aspect, alors il nous a gentiment dit, ouais, alors pour faire un bon qubit logique, il faut 10 puissance 6 qubits physiques. C'est 1 million, quoi. 1 million de qubits. Et ça ressemble à ça. Faire un qubit qui marche. Ça ressemble à ça, explique-nous là, le truc. Ouais, alors voilà. Donc par exemple, donc là, imaginez, donc c'est ce qu'on appelle les corrections d'erreurs en surface core. Donc là, vous voyez tous les petits ronds blancs sont des qubits. Ils sont donc fixes. Autour, on a les petites portes, on retrouve la porte Z et la porte X qui vont bouger. Et en fait, ça permet de les interconnecter et de créer ce fameux qubit logique. Donc là, tous les points blancs réunis dans ce carré, c'est un seul qubit fonctionnel pour faire les calculs. Or, il en faut des milliers pour résoudre la plupart des algorithmes. Eh oui, exactement. Alors, on va vous montrer comment ça fonctionne avec une animation extraordinaire. Voilà. Regardez bien, attention. C'est la fameuse temps. Clic. Voilà. Donc là, le principe, c'est que vous avez des portes qui agissent sur les qubits pour les modifier et pour obtenir un résultat assorti. Mais ça, c'est juste le code de correction d'erreur, vous imaginez. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête parce que cette opération-là qui sert juste à corriger les erreurs, elle va vous bouffer, là, dans l'algorithme, je crois, plus d'une dizaine de portes. Rappelez-vous, on est limité en nombre de portes par le temps de cohérence. Voilà. Donc, c'est pour vous dire la complexité de mettre en place la machine. Et donc, quand on vous dit il y a 1500 qubits, faut aller demander... c'est un qubit logique ou physique. Et ça, vous verrez dans les communiqués de presse et dans tous les articles du coup que vous allez voir dans la presse, en général, c'est pas marqué. Et il n'y a pas le taux d'erreur, donc on n'en sait rien. Donc finalement, la communication de beaucoup d'acteurs du marché, notamment les gros américains,
va nous enfumer parce qu'elle ne précisera pas le taux d'erreur et la taille, le nombre de qubits qu'il faut enquiller pour faire un qubit logique. Donc en fait, on va vous faire croire que c'est extraordinaire, mais ça ne sera pas forcément. Bon. Donc du coup, passe un petit peu justement à des slides marketing. Ouais, voilà. Ça c'est la manière dont IBM, Microsoft et Google expliquent ce qu'on vient de faire. Ouais. Donc ils expliquent que leur effort en R&D, ça consiste en fait à améliorer et la quantité de qubits d'un côté, et la qualité des qubits au niveau des taux d'erreur de l'autre, et de faire en sorte de faire les deux en même temps. Et ce qui est rigolo, c'est que les 3 slides qui sont là veulent dire exactement la même chose. Donc vous avez IBM qui fait des cubes de tailles différentes, vous avez Google qui fait un schéma compliqué, vous avez Microsoft qui est un peu plus simple pour une fois, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, donc ils ont fait un truc plus simple. Bon, puis il y en a un qui manque là, non? Ouais. Moi, je pense que il faudrait the next big thing quantum dot, the amazing qubit, the Apple qubit. Et le voilà. Voilà. Bon, sauf qu'il n'existera jamais puisque Apple ne fait pas de quantique, mais voilà, c'est pour tous ceux qui regardent On refait le Mac, petit clin d'œil, il fallait bien qu'on cite Apple à un moment dans la. Non mais c'est le genre de truc, au moins on ne sera pas emmerdé quoi. Apple non mais bon, rien, en tout cas, s'ils faisaient une com, ce serait un truc aussi simple qui dirait pas si le qubit quoi. En fait, le qubit serait parfait puisque c'est un qubit d'Apple. Voilà, c'est à peu près ça le message. Il n'y aurait pas d'erreur, tout marcherait bien, voilà. Et ce serait merveilleux. En fait, Apple ne fait pas de recherche fondamentale en général, et en particulier dans ce genre de sujet. Il y a un dernier sujet quand même. Rappelle-toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est au 6, c'est la fin du on est du déjà circuit à la fin de la compréhension de l'ordinateur. Ouais, c'est juste le début. Vous êtes toujours là, vous avez suivi. Ça va. Il y a QCM à la sortie, faites attention. Vous êtes vivant. Ouais. Alors, explique-moi le frigo là. Alors le frigo, bah oui. Alors déjà, regardez, ça c'est donc l'intérieur d'un ordinateur quantique. Hein, ils se ressemblent tous parce qu'en effet, il faut refroidir. Et alors, j'ai été voir de près, vas-y. Ah oui. Suivante, regarde. Bon, ça, donc là, c'est IBM, Rigetti, D-Wave, c'est les grands. Et donc j'ai quand même été vérifié de près parce qu'on a fait une enquête très sérieuse. Ouais, on est vraiment allé voir des choses. Il y a des journalistes qui essayent de faire leur boulot parfois. Moi, je suis pas journaliste. Hein. Non, mais moi, donc il faut que je justifie un peu. Et donc, voilà, donc j'ai été mettre la tête dans les igouigouis, comprendre tout ça. Et donc, slide suivante, Olivier, s'il te plaît. Voilà, donc ça fonctionne par étage. Et vous allez voir, il y a un truc, c'est que pour réduire le bruit, il faut qu'il fasse très froid. Et quand je dis très froid, c'est... voilà, donc en haut, c'est 4 Kelvin. Alors, il faut savoir que 0 Kelvin, c'est moins 273 degrés,3. Donc ça s'appelle grave, c'est le zéro absolu qu'on ne peut pas atteindre parce qu'il fait tellement froid que tout ne bouge plus, donc ça ne marche pas. Donc on ne va pas aller jusqu'au zéro absolu. Mais par contre, voilà, l'étage d'en haut, c'est 4 Kelvin, donc il fait bon. Enfin, il fait froid, il fait froid quand même. Hein. C'est juste la température de l'hélium liquide. Hein, quand même. Voilà, exactement. Et pour avoir une petite échelle, c'est 2,7 Kelvin qui est un peu en dessous. Donc là où on descend, c'est la température du vide dans l'espace. Vous savez, ou comme dans les films de science-fiction, les mecs ils sortent et ça gèle. Voilà. Et en fait, on va encore plus bas. Vous voyez qu'au milieu de l'ordinateur quantique, on est à 800 millikelvin, puis on descend à 100 millikelvin. Et alors en bas, là où on range les qubits, on est carrément à 10 millikelvin. Autant dire que ça pèle. Et donc ça, on le refroidit avec des systèmes à hélium liquide. C'est pour éviter qu'ils bougent, voilà. les qubits, qui fassent du bruit. De l'hélium liquide qui, à cette température-là, on a des systèmes de réfrigération avec des petits igouigouis qui descendent là, et qui permettent d'aller à cette température-là. Alors à gauche, je vais vous expliquer un petit peu plus de détails. Ça, c'est pour que vous puissiez la ramener dans les soirées en ville. Donc en haut, vous avez un système de contrôle des qubits et qui prend de la place en fait aujourd'hui, en tout cas dans les qubits supraconducteurs. Ce sont des sources de micro-ondes à 5 à 10 GHz qui pilotent en fait les qubits. Donc quand les gens vous disent on va mettre 10 000 qubits dans le processeur en bas, il faut quand même qu'en haut, il y a toute la partie micro-ondes qui les contrôle. Et ça, c'est l'électronique qui prend un petit peu de place et qui peut fonctionner à une température raisonnable d'environ 4 Kelvin. Ensuite, on a des fils supraconducteurs qui permettent de récupérer l'information, de la lire. Pour écrire, ce n'est pas un problème, et pour lire, on a besoin de fils supraconducteurs qui remontent. Et enfin, tout ça, c'est sous vide. Donc c'est une espèce de grande cloche qui est mise sous vide. Et c'est aussi isolé magnétiquement de tout l'environnement extérieur. Il y a moins de magnétisme dans l'intérieur d'un ordinateur quantique que n'importe où sur la planète ou même entre la Terre et la Lune. Donc c'est extrêmement protégé de ce point de vue-là, avec jusqu'à 16 couches de métal qui vont isoler magnétiquement l'ensemble. Tu es en train de me dire que ça marche à presque moins 270 degrés, alors que mon iPhone a plus 30 et à moins 10, il gèle et il ne marche pas. Tous les smartphones d'ailleurs. C'est pas quantique, c'est normal. Bon, on va parler un peu de logiciel maintenant. Donc on pourrait avoir quand même des meilleurs composants. Moi, je trouve que c'est abusé. Bon. Ouais, alors on va parler un petit peu sérieux. On va parler, c'est qu'une fois qu'on a l'ordinateur, il faut mettre ce qu'on appelle le software. Voilà. Donc pour faire des logiciels, des applications, il faut des algorithmes. Et il y en a plusieurs, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, d'après les chercheurs. Il y en a environ une soixantaine qui ont été inventés. Les premiers ont été inventés dans les années 90.
L'un de ceux qui fait le plus peur, c'est l'algorithme de Shor qui permet de factoriser des nombres entiers et qui peut casser une grosse partie. Ça, c'est le mien. Parle de ton c'est le truc. tien. Pardon. Il y a David Dodge qui est un des premiers à avoir inventé un algorithme qui permet de tester l'équilibre d'une fonction, n'est-ce pas? Et il y en a plein d'autres qui ont été inventés, mais pas tant que ça. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y en a peu qui sont inventés. La première, c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur pour les tester, ou quasiment pas. En tout cas, dans les années 90, il n'y en avait pas du tout. La deuxième, c'est que c'est très compliqué. Et la troisième, c'est qu'il n'est pas toujours évident d'inventer des algorithmes qui exploitent les capacités de superposition des qubits et qui permettent d'obtenir des fonctions qui sont beaucoup plus rapides, genre exponentiellement plus rapides que le même calcul exécuté sur un ordinateur traditionnel. Et donc c'est ça qui est compliqué. Donc ça veut dire qu'on a besoin de mathématiciens, de gens qui savent modéliser ces concepts-là dans les systèmes. Ouais, et d'ailleurs, c'est un truc que tous les chercheurs nous ont dit qu'on a rencontré, Oui. c'est on ne ment pas aux jeunes qui font des sciences et des maths, ils ont du boulot. Et il n'y a pas encore assez de jeunes qui s'intéressent au calcul quantique. Donc, si vous êtes fan de maths, n'hésitez pas. Ils ont besoin de petites mains et de gros cerveaux, surtout. De gros cerveaux, mais avec des bonnes petites mains qui t'avisent. Exactement. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Ne vous en allez pas, s'il vous plaît. Restez. S'il vous plaît. Alors, les trois algorithmes qui sont là, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de recherche ou d'évaluation de fonctions. Et ils illustrent bien le principe et l'ambiguïté des algorithmes quantiques. Les deux algorithmes du haut, Deutsch, Josa et Simon, sont des algorithmes qui permettent d'évaluer la nature d'une fonction, mais qui est en gros une sorte de boîte noire. On la remplit avec une fonction tordue, très compliquée, et on veut voir si cette fonction elle est équilibrée, ou par exemple trouver des combinaisons de variables qui vont obtenir une réponse donnée de la fonction. Alors, ça ne veut rien dire tout ça, comme ça, exprimé comme ça, mais ça peut servir à régler ce problème d'embouteillage. Exactement. Idéalement. Et ça permet surtout de comprendre comment fonctionne un algorithme quantique. Vous prenez le premier algorithme, qui dans la pratique sert à rien, je précise. Mais dans la pratique, il est très intéressant pour comprendre le phénomène. Vous avez en entrée des qubits qui sont initialisés avec plein de portes de Hadamard. Il y en a n, vous mettez 64 portes de Hadamard, et ces portes vont superposer des 0 et des 1. Donc vous allez avoir 2 puissance 64 combinaisons de variables. C'est des nombres entiers de 0 à 2 puissance 64. Donc ça fait énormément de chiffres. Ces chiffres-là, on les fait passer dans une fonction, et on veut évaluer cette fonction pour savoir si elle est équilibrée. En gros, si elle génère toujours des 0 ou des 1, ou des 0 et des 1 de manière équilibrée. OK, d'accord, OK. Sauf que l'évaluation de cette fonction, elle va être faite instantanément, en même temps. Puisque les qubits en entrée, ils vibrillonnent dans toutes les valeurs en même temps, et la fonction va être évaluée en même temps, et à la sortie, on a plein de portes derrière qui permettent de savoir tout de suite si la fonction a une caractéristique ou pas. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors le problème, c'est que ça ne sert à rien. Désolé. Il se trouve que l'algorithme de Simon, lui, il est plus compliqué, plus sophistiqué. Il permet d'avoir une amélioration de vitesse qui est un petit peu moins bonne, mais il sert à quelque chose. Et le dernier, c'est un algo de recherche. Voilà, bon. Voilà, bon. Alors voilà l'exemple d'embouteillage. Voilà. Donc là, par exemple, c'est à Pékin. Ils ont fait ça avec 400 taxis et un ordinateur D-Wave dont on va vous parler. On voit que sans les algos quantiques, juste avec l'équivalent d'un Waze ou d'un Google Maps, on a toujours des bouchons. Et puis une fois qu'on utilise un ordinateur quantique et que 400 voitures pour l'instant, on arrive déjà à avoir beaucoup moins de zones rouges et donc c'est beaucoup plus fluide. Donc ce serait bien. Ça, c'est dans le futur. Hein. C'est pas sûr que ça, c'est juste des tests. Ça, c'était juste un test, mais ce serait vachement bien. Surtout là, à Paris en ce moment, hein, on a battu des records de 800 km de bouchons. Ouais, et il faudrait probablement beaucoup de qubits pour gérer les millions de véhicules dans les grandes villes. Hein. Ça serait probablement assez compliqué à gérer. Mais ça fait partie de l'espoir que ce genre de technologie peut nous donner. Alors, le deuxième algo, c'est pour toi. C'est l'algo de Shor. C'est pour moi. Laisse-moi parler de l'algo de Shor. C'est celui qui fait flipper. Hein. C'est toute la cybersécurité et tout. Alors, pourquoi? C'est qu'en fait, si on arrivait à mettre en application cet algorithme, et il va falloir des milliers de qubits, voire des millions pour le mettre en place, en fait, ça casserait toutes les clés de sécurité actuelles du RSA, donc toutes les clés publiques, en fait. Et ça pose problème parce que vos cartes bleues, toute la sécurité d'Internet tombe. Voilà, y compris le Bitcoin d'ailleurs, parce que c'est aussi avec des clés publiques. Mais pas Ethereum. Voilà, donc si vous avez des Ethereum, vous êtes bien, mais si vous avez des Bitcoins quand même... Enfin, on est gêné le jour où ça marche. Ouais, pour l'instant, personne n'est capable d'exécuter cet algorithme sur des clés longues, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est comme ils flippent tellement, du coup, ils ont déjà trouvé des solutions avant même que l'ordinateur quantique arrive dans 50 ans. Donc on a déjà en fait des systèmes de crypto. Oui, il y a deux types de systèmes. Il y a ce qu'on appelle les clés quantiques. Alors, ils ont un petit nom un peu star-warsien, c'est BB84. C'est le nom de l'algorithme et de la technique plutôt, qui protège les clés par liaison optique avec un système d'intrication très compliqué qui permet en fait de faire en sorte que quand une clé est envoyée d'un point A à un point B, par fibre optique ou par l'espace éventuellement, si quelqu'un
intercepte la clé, le récipiendaire de la clé va le découvrir. Alors que quand on pirate votre compte ou quand on pirate votre communication Internet, vous ne le savez pas forcément. Donc là, vous saurez que ça a été piraté. Donc ça permet d'éviter ce genre de phénomène-là. Après, vous avez un deuxième type de système qui est en train d'être élaboré par des chercheurs en crypto. Ce sont ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, qui sont des algorithmes de crypto qui utilisent plein de techniques différentes, pas encore entièrement standardisées, et qui vont permettre en fait de protéger la communication contre l'algorithme de Shor, qui risque de semer le trouble dans toute l'informatique et tout Internet, tout le Bitcoin. Donc les deux en parallèle vont servir à améliorer la sécurité sur Internet. Et il y a plein de boîtes qui bossent dessus. Vous connaissez Samsung, mais les autres, vous ne les connaissez probablement pas. C'est des boîtes qui sont spécialisées dans ces deux domaines-là. Donc il y a du boulot, il y a des gens qui bossent là-dessus. Voilà. Ils préparent la sécurité de l'Internet du futur. Mais il faut savoir que les services de renseignement sont très inquiets parce que si, ne serait-ce que dans 15 ans, on peut décoder les plans d'Airbus communiqués entre Airbus et ses sous-traitants aujourd'hui, ça pose un problème dans 15 ans, et c'est des données d'aujourd'hui. Donc voilà. Ça veut dire que certains vont devoir protéger leurs données dès maintenant. Donc ça, c'est un truc très important. Et puis, dernier algo. Les derniers algos, c'est pour toi, Olivier. Attends, c'est un truc avec des protéines. C'est ma passion. Alors, ce n'est pas un algo, c'est plein d'algorithmes divers et variés qui sont créés par des chercheurs, notamment en physique des matériaux et en biologie, qui permettraient, dans un futur assez lointain, soit de simuler l'interaction entre des atomes dans des molécules, alors typiquement pour inventer de nouveaux matériaux, inventer une nouvelle batterie qui aurait une meilleure densité énergétique, qui se chargerait plus rapidement, inventer des matériaux qui captent le carbone pour protéger l'environnement. Toutes ces choses-là qui relèvent, on va dire, de la chimie et des matériaux font partie des outils de simulation du quantique et qui vont aider des chercheurs à créer de nouveaux matériaux. Il n'y a pas de garantie. L'outil quantique, dans ce cadre-là, est un outil de recherche qui aidera à trouver de nouvelles solutions. Mais il faut quand même chercher. Et puis le deuxième type d'algorithme qui, moi, me fascine, et je ne dis pas que ça me fait rêver, mais ça me semble extraordinaire, ce sera la capacité à faire la même chose, mais là pour des molécules biologiques, qui sont en général beaucoup plus complexes. Là, vous avez un exemple de protéines qui fait fonctionner nos cellules. Il y a 1 million de protéines différentes dans nos cellules. Eh bien, le traitement de tout un tas de pathologies, je pense à certains types de cancers, je pense à Alzheimer, toutes ces maladies-là sont liées à des problèmes de protéines. Et donc, si par la simulation quantique, on est capable d'inventer de nouvelles protéines, on sera capable de créer des traitements nouveaux. Sauf que ça, ce n'est pas pour demain. Ouais. Il y a du taf pour y arriver, quoi. Bon, on va continuer un petit peu avec d'autres petites choses. Et entre autres, on va voir les grands acteurs actuellement, comme IBM, Microsoft ou Google, ils commencent à parler de suprématie quantique. Et ça aussi, ça inclut quelques bullshit qu'on aimerait bien remettre à plat. Donc vous avez par exemple, donc, ça correspond à... En fait, en gros, c'est le jour où l'ordinateur quantique est censé dépasser l'informatique classique et entre autres résoudre. Alors il y a 3 points importants, c'est résoudre des problèmes complexes, donc on l'a vu, qui sont insolubles par les ordinateurs traditionnels. On a aussi le fait que ce soit beaucoup plus rapide, donc au lieu de passer de milliers d'années, arriver à résoudre en une demi-heure. Et puis tout ce qui est coût énergie, parce que donc on a vu aussi, c'est que ça consommait finalement peu, comme c'est réversible, ça arrive à vraiment être plus avantageux en résolution quantique. Sauf qu'on se rend compte au cas par cas que, vous avez vu, chaque étape est quand même super compliquée à mettre en place et qu'on n'est pas prêt d'y arriver en fait. Non, mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre que le jour où vous entendrez Google ou IBM ou Microsoft vous annoncer qu'ils ont atteint la suprématie quantique, ils auront atteint cette suprématie sur un algo précis, sur une machine précise, comparé à un algo traditionnel précis. Donc, ils n'auront pas une sorte de suprématie universelle. Ils n'auraient pas l'ordinateur universel quantique. Et voilà, ils auront juste résolu un cas précis. Et encore, ils ne peuvent pas prouver que l'algo traditionnel est le meilleur du monde, puisqu'on ne peut pas prouver qu'un truc n'existe pas, quoi. Donc, et l'autre petit truc... C'est juste un état existant donné du savoir-faire dans les algorithmes traditionnels. Voilà. Et l'autre petit truc, c'est complètement différent aussi de ce qu'on appelle le point de singularité en intelligence artificielle. C'est pas le jour où ça va dépasser l'ordinateur classique. Alors... Problème. Le problème, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a plusieurs classes d'ordinateurs quantiques et on en a même découvert 4. On en a découvert 4. Alors, il y en a 3 qui sont des vrais quantiques et 1 qui ne l'est pas. Il y a ce qu'on appelle les simulateurs quantiques qui tournent sur des supercalculateurs. Alors, c'est fait notamment par Atos en France, c'est fait par IBM, par Fujitsu, par tous les noms qui sont ici. Et là, ce sont en fait des ordinateurs qui ont plein de processeurs et qui sont capables d'exécuter en les simulant les principes de la mécanique quantique qu'on a vu tout à l'heure, pour tester des algorithmes. Alors aujourd'hui, ils vont, dans le meilleur des cas, jusqu'à 56 qubits chez IBM. Chez Atos, ils vont de 30 à 40 qubits. Ben oui, parce qu'en fait, pour faire tourner un algorithme quantique dans un ordinateur comme ça, il faut pouvoir en RAM, en mémoire,
avoir des matrices de 2 puissance n fois 2 puissance n, n étant le nombre de qubits. Donc si vous mettez n au-delà de 50, ça part en sucette dès qu'on en rajoute un ou deux, et ça devient compliqué au niveau simplement de la mémoire de l'ordinateur. Oui, l'ordinateur, il est pas on est embêté. Donc c'est pour ça que quand on va dépasser une soixantaine, on est sûr qu'on ne peut pas le faire sur un superordinateur, et on atteint cette forme de suprématie, au moins sur le type de calcul. Ensuite, il y a 3 types d'ordinateurs quantiques, vraiment quantiques, avec les principes de la mécanique quantique qu'on a vu aujourd'hui. Le premier, c'est l'ordinateur dit à recuit quantique, ou ce qu'on appelle les algorithmes adiabatiques. Et il y a une seule boîte qui fait ça dans le monde aujourd'hui, qui s'appelle D-Wave, qui est un Canadien, sauf que c'est le seul qui vend quelque chose, et qui est limité à certains types d'algorithmes, mais pas tous. Ensuite, il y a les ordinateurs quantiques qu'on appelle analogiques, ils n'ont pas de qubits, ils ont uniquement des quantums qui sont manipulés les uns avec les autres. Le principe de base, c'est d'appliquer le rêve de Richard Feynman de 1982, qui est d'avoir des ordinateurs qui permettent de simuler le monde physique avec des quantums. Et donc, ça permet de traiter certains types d'algorithmes, mais pas tous. Donc, ça permet, par exemple, de traiter les histoires de relations entre les atomes dans les molécules, potentiellement, mais ça ne permettra pas de régler les problèmes de bouchons, qui ont besoin d'une logique avec des qubits de manière traditionnelle. Et puis, le dernier type d'ordinateur, qui est le rêve attendu par les chercheurs, c'est l'ordinateur quantique dit universel, qui a des portes, qui a des registres, comme tout ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui, lui, fait partie de l'effort principal de R&D dans le monde, et qui est censé résoudre des problèmes. Sauf qu'aujourd'hui, on est limité à environ une cinquantaine de qubits opérationnels. Donc on est un peu coincé. Et sachant que le jargon utilisé par les chercheurs souvent dit qu'on peut avoir ce qu'on appelle des simulateurs quantiques. Et un simulateur quantique, en fait, c'est tous les 4 qui simulent la mécanique quantique. Alors c'est plus rapide si on est à droite, et c'est moins rapide si on est à gauche. Voilà le principe de base. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors il se trouve qu'on a vu... On a été chez Atos et on a passé 4 heures avec eux, entre autres pour comprendre justement tout ce qui est simulateur, ce qu'ils ont chez eux, ce qu'ils essayent de produire. Donc ils attendent, eux, de voir quelle technologie va poindre pour en tout cas baser tout leur logiciel dessus et mettre en application tout ça. Et puis ils sont déjà très très au fait sur tout ce qui est crypto. Hein. Ils sont, tout à fait. Eux, le but, c'est aussi de sécuriser leur tout ce choix, qui se fait c'est vraiment de actuellement. travailler plutôt au niveau du logiciel, fondamentalement. Exactement. Alors on va voir rapidement les acteurs, mais avant, on voudrait parler d'une loi. Ouais, alors comment ça a évolué un petit peu la loi de Rose. Alors j'avais une rose là, normalement. La loi de Rose. C'est le truc classique, elle a eu chaud voilà. Rose. Je suis obligé de l'arracher pour la récupérer. Pourquoi Rose? Je la lance à qui veut la prendre, voilà. Rose, en fait, c'est un type qui s'appelle Jordi Rose. Jordi Rose, c'est le gars qui a créé D-Wave, cette boîte canadienne, et il a élaboré en 2003 sa loi de Rose, qui est la loi comme quoi le nombre de qubits va doubler tous les ans, à peu près, ou tous les 18 mois, comme la loi de Moore. Et il se trouve que jusqu'à présent, elle était vérifiée, en tout cas chez D-Wave. Et en fait, quand on la décline sur plein d'autres caractéristiques des qubits, on voit que cette loi est vérifiée pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, on a, en termes de stabilité, de taux d'erreur, de cohérence, de nombre d'opérations fiables qui est les unes derrière les autres, eh bien, pour l'instant, la loi est vérifiée. Ce qui est optimiste, ce qui permet d'être optimiste sur la manière dont cette technologie va évoluer, même si les scientifiques sont très prudents sur le sujet. Alors, parlons un peu de D-Wave, justement. Donc, D-Wave, c'est une société canadienne qui a démarré en 99, et eux, ils étaient partis sur on va faire un ordinateur quantique. Et en effet, c'est les seuls à faire un vrai ordinateur quantique tel qu'on... Adiabatique, on va dire. Voilà, mais en tout cas, c'est le seul qui vende un ordinateur quantique aux autres. Seul à en vendre, ils l'ont vendu à la NASA, ils l'ont vendu à tout un tas de boîtes, et ça sert. Et c'est aussi un simulateur dédié à certains types d'algorithmes. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, et là, c'est ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont démarré, ils ont mis quand même 8 ans à arriver à mettre 4 qubits en action. Et des qubits pas très très stables. Mais vous voyez sur cette courbe de temps, en effet, c'est qu'ils sont arrivés, actuellement, ils sont à 2048 qubits. Donc, ils ont tenu la loi de Rose, comme on avait prédit sur la loi de Moore aussi pour l'ordinateur classique. Donc, pour l'instant, ça se vérifie jusqu'où on va aller et est-ce qu'on va voir l'ordinateur quantique Ils prévoient d'en faire 5000 d'ici un an. Bon, voilà. Ils essayent de Sauf continuer. que le petit défaut, c'est que c'est pas des qubits hyper stables. C'est pas des 99,99 logiques. Et on les organise différemment et en plus, on est obligé de créer des algorithmes différents pour eux que pour les autres ordinateurs quantiques. Donc, en fait, cette société, c'est la seule qui vend un produit, mais elle est extrêmement décriée. C'est ça qui est intéressant. Elle est décriée parce que sa méthode n'est pas la même que celle des ordinateurs quantiques. Ils sont précurseurs et en même temps un peu à côté du truc. Alors, on a vu le président. Voilà, on a rencontré le président actuel. On a vu des gens pour faire cette conf. On a beaucoup bossé. Alors, il y a IBM ensuite. Il y en a plein qu'on ne peut pas citer. On n'a pas le temps. IBM, on les a vus justement, comme tu les as vus à Vivatech. Oui. Alors IBM, eux, ils sont dans la voie du quantique supraconducteur universel. Donc en gros, c'est complètement à droite dans le schéma tout à l'heure. C'est vraiment l'ordinateur qui résout tous les problèmes, qui est capable d'exécuter les meilleurs algorithmes dédiés au quantique. Bon, alors, leurs progrès, ils sont coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire qu'ils ont commencé il y a 2 ans à mettre 5 qubits dans le cloud. Aujourd'hui, ils sont à une vingtaine de qubits dans le cloud.
Et ils ont annoncé, il n'y a même pas un an, 50 qubits opérationnels, sans qu'on sache trop d'ailleurs le niveau d'erreur que ça génère. Et dans le même temps, ils ont créé un simulateur à 56 qubits, mais qui tourne sur du supracalculateur traditionnel. Mais quand on combine les deux, le vrai qubit en haut et le simulateur en bas, c'est finalement l'offre la plus courante sur le marché. Et d'ailleurs, je crois que tu t'es amusé à coder avec un petit peu avec ouais, ça, alors coder, c'est un bien gros mot, mais en tout cas, j'ai été essayé. Donc, vous voyez, actuellement, dans le cloud, ils offrent... Alors, c'est pas les seuls, hein, Microsoft aussi le fait. Mais donc là, vous pouvez avoir accès gratuitement à quelques qubits à programmer. Et ça monte, je crois, jusqu'à 50 qubits. C'est quand même super sympa de faire des essais. Donc, s'il y a des développeurs dans la salle, allez vous amuser pour découvrir un peu comment ça fonctionne. Ils ont déjà des dizaines de milliers de développeurs. On voit déjà les petites portes H, X, on les retrouve. Elles sont là. Et il suffit de les enquiller. On ne fait pas grand-chose avec, mais ça permet de se ça faire la main permet de avec commencer à comprendre et à mettre les mains dans le cambouis. Alors après, il y a Microsoft. Alors, j'ai pas cité Intel, j'ai pas cité Google, on n'a pas le temps. Mais Microsoft, ils ont un cas particulier qu'on avait évoqué au début, c'est qu'ils veulent travailler sur le quantique universel, mais avec un truc qui s'appelle le fermion de Majorana. Alors, pour l'histoire, c'est une quasi-particule qui est sa propre antiparticule, qui a été conceptualisée par un certain Ettore Majorana en 1937 à partir de la résolution des équations de Dirac. Ça vous bouche un coin, hein. Mais à partir de là, je ne comprends plus rien. L'idée, c'est de trouver une particule qui est très stable et qui peut avoir deux états possibles et qui permet de réaliser un qubit, sauf qu'on n'a pas encore on n'a pas encore vraiment prouvé qu'il existait. Non, on a prouvé tout ce qu'il y a autour, donc si c'est autour, forcément, c'est là. Et là. à partir de ça, vous avez deux chercheurs de Microsoft Research, donc Michael Friedman et Alexei Kitaev, qui ont inventé un nouveau modèle de programmation destiné au quantique, qui utilise un truc qu'on appelle topologique et qui permet d'associer par des inversions les qubits et d'inventer de nouvelles formes de calcul. Et il y a une association qui a été faite avec un chercheur hollandais, Luc Ovenhoven, qui est basé à Delft Lab et qui est maintenant chez Microsoft, mais qui est basé en Hollande, et un type qui est basé au Danemark, Charles Marcus. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue stratégie industrielle, parce que ce sont finalement des Européens. Quasiment tous les noms qui sont là, sauf peut-être Michael Friedman, sont des Européens qui sont utilisés par une boîte américaine. Bon, ça fait réfléchir. Ça veut dire qu'en Europe et en France, on est quand même super bon sur le quantique. Enfin, on est bon, mais en même temps, les industriels sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, alors, c'est très bien sur le papier. Qubits plus stables, ils sont durables, vous avez tous les chiffres qui apparaissent en haut. Peu d'erreurs, sauf qu'on ne les a pas vus. Et pour l'instant, on attend de voir la peau de l'ours. Ouais, on va peut-être avoir des annonces. Peut-être. Mais bon, il faut être patient, quoi. Alors, on a vu un chercheur de Voilà, un autre chercheur de chez Microsoft, c'est un architecte de chez Microsoft. Alors, en fait, quand on a vu les gens d'IBM, ils ont dit beaucoup de mal de Microsoft. Et quand on a vu les gens de Microsoft, ils ont dit beaucoup de mal d'IBM. Bon. Classique. Hein. Donc ça, c'est la concurrence classique entre les acteurs. Alors, qui investit là-dedans, hein? On a regardé ça, c'est un chiffre qui est un peu ancien, qui date de 2015. Mais aujourd'hui, il y a tous les pays, en gros tous les pays modernes investissent sur le quantique, mais celui qui investit le plus, c'est probablement les US et la Chine. La France est 9e. Donc il y a du taf quand même, sachant que le chiffre date de 2015, c'est avant qu'Atos s'y mette. Les stratégies industrielles publiques, il y en a plein qui ont été lancées pour essayer de s'investir là-dedans. Aucune stratégie publique structurée vient du gouvernement français pour l'instant, mais l'Europe s'y est mise au niveau collectif avec tous les chercheurs européens. Les Américains s'y sont intéressés dès 2014-2015, et il y a un rapport de la Maison-Blanche qui a été publié en 2016. Les Anglais dès 2013 et les Chinois dès 2015. Ouais, les Chinois, de toute façon, ils investissent dans tout, ils y mettent des milliards et ils essayent tout. Hein. La crypto, la métrologie et l'informatique quantique, sauf qu'ils ne partagent pas beaucoup, ils ne communiquent pas beaucoup, donc faut se méfier. Ils risquent d'arriver vite fait, encore une fois. Et ils sont sur tous les sujets, effectivement. Exactement. La France, on s'est posé la question, mais alors où sont les Français dans l'histoire? Eh bien, nous avons d'un côté beaucoup de laboratoires. Il y a surtout le CNRS et le CEA qui travaillent beaucoup là-dessus, mais beaucoup au niveau des couches physiques. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui travaillent sur la partie algorithmie et la partie logicielle. C'est normal, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs pour travailler dessus. Et puis, il y a quelques entreprises. Il y a surtout Atos, qu'on a déjà cité. Et il y a Airbus qui s'y intéresse en tant qu'exploitant d'applications quantiques. Vous avez une start-up française que j'ai rencontrée qui s'appelle Prévision.io qui fait aujourd'hui plutôt du data mining et du machine learning, qui imagine comment utiliser les algorithmes quantiques pour exploiter, donc pour traiter les données qu'ils ont à traiter pour leurs clients. Et on a quelques startups dans les couches basses, mais qui travaillent sur des sources de photons, des frigos quantiques, mais bon, pas vraiment d'ordinateur. Donc on est un peu léger pour l'instant, mais bon, comme le marché n'existe pas encore, c'est difficile d'investir.
on a rencontré Daniel Estève, qui est le directeur de recherche et puis qui fait partie surtout de tout ce qui est l'Institut de sciences. Hein. C'est un de nos grands chercheurs. Et voilà. Donc on a passé aussi 4 heures avec lui et on a été voir, justement, on a pu voir des frigos, tout un tas de trucs. On a même pu voir, l'image tout au début que vous avez pu voir, c'était 2 qubits, c'est les 2 premiers qubits qu'on a fait en France. Et il est considéré comme le père du supraconducteur dans le quantique. Et donc c'est une équipe française du CEA qui est connue pour ça et qu'il faut saluer. Alors il y a plein de startups, hein, on va aller vite parce qu'on a dépassé notre temps. Il y a plein de startups qui travaillent dans le domaine, mais en fait c'est pas tant que ça. Si vous regardez une cartographie de n'importe quel sujet sur CB Insight aux États-Unis, vous verrez des centaines de milliers de startups. Il y a peu d'acteurs encore sur le quantique, donc il est encore temps de prendre une position sur ce marché qui est émergent. Alors, le timing. Alors le timing, on a les optimistes, on a Bernard Ourganlian qui est par exemple chez Microsoft qui lui dit dans les 5 ans vous allez voir ça arrive l'informatique quantique. Et puis derrière on a Alain Aspect qui lui est très prudent, hein, il a dit c'est possible, mais sur le papier, mais ça va prendre 30, 40, 50 ans. Et puis on a carrément un grand pessimiste, hein, c'est un Israélien, Gil Kalai. Alors lui, il dit carrément, ça peut pas marcher. Il vous explique par A plus B que l'informatique quantique ne verra jamais le jour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va marcher ou non. Globalement, nous on fait plutôt partie des prudents. On pense que ça va arriver d'ici une trentaine d'années. La grande leçon d'histoire, c'est de savoir que c'est quand on est dans l'incertitude qu'il faut investir. C'est quand on est dans cet état-là qu'il faut innover. Ouais. C'est pas quand tout le monde a déjà réussi qu'il faut se dire on va être les leaders de l'IA. Donc on est dans un cas précis où il faut se poser des questions sur le bon timing de l'investissement. Voilà, et on est quand même super en retard sur l'IA finalement. On est en retard sur notre timing, mais on a quand même d'autres trucs rigolos à partager avec vous parce qu'on a fait notre enquête jusqu'au bout. On est allé voir vous allez voir. Alors, du coup, le quantique, ça crée quand même une espèce d'obscurantisme. C'est compliqué, donc on espère qu'on vous a un petit peu fait comprendre les choses. Mais surtout, vous allez voir, vous allez découvrir, il y a plein de bouquins qui sortent, plein de spécialistes du quantique. Et alors, on a vu des pépites. Alors déjà, le truc, c'est l'informatique quantique ne permettra jamais d'avoir Skynet ou un superordinateur ou Jarvis. Ça, on le fera avec l'informatique classique, peut-être un jour ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas l'informatique quantique qui donnera les intelligences artificielles suprêmes, les AGI. Et puis après, alors, on a tout ce qui est guérison, la médecine quantique, vous allez en voir. Vous allez voir, on peut vous soigner avec plein de trucs quantiques qui n'existent pas, qui sont dans une autre vie, dans un autre espace-temps. On a vu un paquet de bouquins. Alors ça, c'est bullshit 100%. Ça ne à marche peu près 100%. Pas. Même si la vie dépend du quantique, mais après, quand vous le ramenez à la médecine, c'est tellement éloigné. En effet, placebo. Voilà. Et alors, le top du top, j'ai trouvé en faisant mes recherches. Il est magnifique. Le top du top, c'est quand même le soin quantique équin. Si vous avez des chevaux, si vous avez des chevaux, le quantique. Si vous aimez les bêtes, on vous déconseille ce bouquin. Voilà, alors ça, c'est un séminaire qui a été proposé il y a 1 an. Bon, on a trouvé ça. Mais il y a des gens qui y sont allés, donc. C'est quand même pas mal. Voilà, bon. Le mot quantique ne résout pas tout. Et voilà, alors s'il y a des startups dans la salle, le quantique, c'est un petit peu comme vous, avant que vous ayez vos fonds d'investissement et que vous ayez fait votre projet. Hein. Ça marche ou ça marche pas? En fait, une startup, c'est une boîte noire. Tant qu'on n'ouvre pas pour regarder le business plan et les comptes, je sors de la boîte. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas où ça en est. Et c'est une fois qu'elle a des clients qu'on sait si ça va marcher. C'est un peu le principe du quantique. Hein. Donc, on a terminé ce parcours avec vous pour essayer de vous décrypter ça. Mais vous avez l'air en vie, ça fait plaisir. Vous êtes tous en vie, modulo ceux qui... Est-ce que vous êtes tous en vie? Ouais, est-ce qu'il y en a qui ont saigné un peu du nez parce que le cerveau a fondu? Vous ont saigné des oreilles. Parce qu'on a mis les médecins à la sortie, là, tout est prêt. Là. Pierre-Luc, ils sont en vie ou pas? Oui, c'est ça, on ne sait pas. Sur la slide suivante quand même. Alors, il se trouve que comme on n'a pas le temps de faire des questions-réponses avec vous, on vous propose une session de questions-réponses pour ceux qui ont la patience d'ici 10 minutes, le temps qu'on sorte, pour aller dans la zone food et on sera là. Pour ceux qui veulent poser des questions, espérer avoir des réponses. Alors, il y a ceux qui n'ont pas compris ce qu'on a raconté. Il y a ceux qui vont vérifier qu'on n'a pas raconté de bêtises. Il y a ceux qui sont experts en mécanique quantique qui vont dire oui, mais là c'est pas bon. Et il y a ceux qui veulent faire des selfies, c'est avec moi. Et voilà. Ouais. Voilà, merci. À l'année prochaine. Olivier, Fanny, quelle conférence, une fois de plus.